Bonjour et bienvenue chez Ubisoft où avec Florent nous allons interviewer les ingénieurs son qui font nos jeux vidéo pour découvrir les facettes des différents métiers et voir comment on passe de la prise de son au jeu en Dolby Atmos. C'est parti! Eh bien, bonjour Justin, bonjour Gilles, merci de nous accueillir chez Ubisoft Paris dans les locaux et particulièrement de là où vous faites le son des jeux vidéo. Bonjour. Salut. Salut, est-ce que pour commencer vous pouvez vous présenter et présenter la salle dans laquelle on est parce qu'elle est un peu particulière. Alors moi je suis Ghislain Soufflet, je suis directeur audio chez Ubisoft. Donc, moi je travaille dans l'industrie du jeu vidéo depuis 98, donc je sais pas, il y a peut-être des gens qui n'étaient pas nés ici. Du monde déjà. Auparavant je bossais dans la musique déjà depuis 10 ans et donc j'ai switché dans l'industrie du jeu vidéo au moment où ça a décollé. On a fait plein de choses passionnantes depuis le début. Alors la salle dans laquelle on est, c'est la salle Follet, c'est-à-dire la salle où on enregistre nos bruitages. Donc c'est tout un lot de salles qui ont été livrées très récemment. Donc c'est tout, on est très excités, c'est tout neuf quoi. Et toi, Gilles, alors Donc moi je m'appelle Gilles Camous, ça fait 15 ans que je travaille dans le jeu vidéo. Après mes études, j'ai fait que ça. J'ai commencé sound designer et aujourd'hui je suis manager d'une équipe de sound designers. Et donc voilà, on travaille ensemble avec Ghislain pour mener à bien un projet dont on ne peut pas parler. Et dans les projets que vous pouvez parler, peut-être antérieurs, vous avez fait quel jeu, par exemple? Vous avez travaillé sur quel... Moi je travaillais en arrivant à Ubisoft sur la marque Just Dance pendant plusieurs années, c'était très festif. Et là c'est un peu moins festif mais toujours très fun, c'est la marque Ghost Recon. Donc j'ai travaillé sur Ghost Recon Breakpoint il y a quelques années déjà. D'accord, donc deux salles, deux ambiances, quoi. Ouais. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette salle et nous expliquer un peu les bruitages que vous pouvez faire dedans? Parce que par exemple, là je vois, il y a plusieurs types de sols par terre. Comment ça se passe? Quel type de bruitage vous faites dedans? Par exemple pour Ghost Recon. Pour Ghost Recon, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est faire tomber des choses sur ces sols différents. Alors, typiquement, pour un jeu de guerre, on va faire tomber, par exemple, des douilles d'armes, puisque quand vous tirez, après ça éjecte la douille. Il va nous falloir toutes les surfaces différentes et tous les types de douilles différents qui tombent sur chaque surface. Donc ça, c'est des choses qu'on enregistre nous-mêmes. Parce qu'en fait, dans les librairies, si on commence à chercher ces sons-là, on n'a pas fini, hein. Des vrais sons très spécifiques comme ça. Alors, c'est vrai qu'après, les footsteps, par exemple, et il y en a des milliards dans les banques de sons. Il y a même d'autres projets à Ubisoft qui ont déjà enregistré des sons. Et on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de réenregistrer ces sons dans la salle, juste des footsteps, quoi, des footsteps, donc c'est les bruits de pas. Est-ce que ça vaut le coup, l'énergie, le temps de faire ça? Et voilà, on a réfléchi, on se demande si ça vaut vraiment le coup. Ça peut ramener une petite touche un peu personnelle de refaire ses propres enregistrements. Pourquoi pas, justement, ne pas utiliser cette salle et les faire aussi en extérieur pour amener un petit peu plus d'authenticité. Donc on a plein d'outils à notre disposition. On a cette salle, mais on a aussi l'extérieur. Et peut-être que tu veux parler aussi de l'enregistrement, par exemple, des ambiances qu'on a fait. Tout à fait. Par exemple, pour un jeu comme Wildlands, donc, qui est sorti il y a maintenant 7 ans, comme le jeu se passait en Bolivie, en fait, on a vraiment envie d'emmener le joueur sur le terrain du jeu, de le faire voyager. Et c'était à tel point qu'on est parti en Bolivie, on allait enregistrer tous les sons de tous les biomes qui étaient présents dans le jeu, de la jungle, le désert de sel, les yungas, les montagnes, etc., etc. On est parti là-bas, on a tout enregistré. Et comme il y a un cycle jour-nuit dans le jeu, on est même resté plusieurs jours à chaque endroit pour enregistrer le lever du soleil, la journée, le coucher du soleil, la nuit, etc. Donc en fait, si vous jouez à ce jeu, au niveau auditif, vous êtes vraiment en Bolivie, quoi. C'est vraiment ce genre de précision qu'on veut atteindre. C'est ça notre mission, de faire des jeux triple A qui embarquent les joueurs dans une aventure. On va aussi loin que ça, quoi. Et du coup, on le voit, il y a vraiment beaucoup de métiers, donc des chasseurs de sons, des bruiteurs, des ingénieurs qui mixent tout ça. Et en discutant et en préparant l'émission, vous nous aviez dit que c'est quand même différent du cinéma et de la musique à la conception.
A priori, il y a une notion de linéarité, de linéaire en tout cas pour les films et pour la musique, qui n'est pas votre cas. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les différences à ce niveau-là? Ouais, tout à fait. Par exemple, dans un film, c'est évident que vous regardez votre film 50 fois, il va y avoir la même musique qui va démarrer au même moment de l'action, par exemple. Nous, c'est pas du tout le cas. Nous, le joueur fait des actions, se met dans des situations, même crée parfois des situations émergentes, parce qu'on a des systèmes qui marchent tout seuls des fois dans certains jeux vidéo, puisque nous on fait des jeux vidéo qui s'appellent open world, c'est-à-dire il y a un monde qui est ouvert, on peut aller partout, le monde est vivant, il y a des alliés, il y a des ennemis, il y a des convois qui passent, il y a plein de choses qui se passent, donc il y a plein de situations émergentes qui peuvent arriver. Donc forcément, par exemple, une musique linéaire, ça irait pas pour notre... Même dans le cadre d'une aventure un peu guidée, une musique linéaire n'irait pas forcément dans tous les cas. D'où nous, ce qui se passe, c'est que le joueur crée des situations, le joueur choisit ce qu'il veut faire, et à partir de là, on déclenche tel type ou tel type de musique. Si par exemple vous êtes ce qu'on appelle en stealth, c'est-à-dire en approche discrète. Admettons que vous attaquez un camp plein d'ennemis, mais vous voulez pas le faire en tirant dans tous les sens. Vous vous cachez. Là, donc, une musique de stealth va se déclencher. On va faire rentrer des éléments supplémentaires de la musique au fur et à mesure que les ennemis découvrent votre présence ou alors qu'ils s'approchent, par exemple. On va faire disparaître le même élément quand il s'éloigne. Ensuite, s'il devine votre présence ou si vous engagez le combat, une autre musique va commencer. Et de la même manière, on va faire rentrer, par exemple, on peut faire rentrer des percussions, sortir des percussions, etc. Donc c'est vraiment, tout est matière à donner plus de vie à l'audio dans le jeu. Et effectivement, une conception linéaire ne permettrait pas de faire ça, quoi. Ouais, parce que c'est finalement le joueur qui crée sa propre bande son en fonction de ses Voilà, actions. il crée son aventure et il crée sa bande son, ouais, c'est ça, absolument. Il y a un autre exemple aussi, plus orienté sound design et bruitage. C'est vrai qu'en film, en fait, on va panner donc nos sons à droite, à gauche, on va mettre de la reverb pour les éloigner, et on va avoir un mix comme ça qu'on va décider, définir. Nous, dans le jeu vidéo, ça fait des années maintenant qu'on bosse en fait en mettant les sons directement sur les objets du jeu. Donc par exemple, une voiture va avoir son son attaché à elle. Et en fait, on va pas régler le panning, on va pas régler la distance ou quoi. C'est vraiment en fonction de la distance de l'objet qu'on va définir des courbes en fait d'atténuation et dire que bah, le moteur peut-être à 100 mètres, on l'entend plus, alors que peut-être les roues en fait sur les textures au sol, on va les entendre un peu plus loin ou un peu plus près. Et on va définir en fait comme ça notre mix en prenant le gamepad en main et en s'éloignant en fait de cette voiture, en revenant en imaginant cette voiture dans l'open world dont parlait Ghislain. Et après ça, une fois qu'on l'a testé dans cette map un peu de test, on va essayer notre voiture en fait en situation et ajuster un petit peu le mixage. Et du coup, en fait, la voiture elle peut être n'importe où, derrière, devant. Oui. Donc tu définis déjà en fait l'aspect physique du son de la voiture en disant voilà, à 100 mètres tu l'entends comme ça, à 10 mètres tu l'entends comme ça, et comme ça Le mix se fait tout seul. se fait tout Enfin, seul quand le joueur avance ou recule ou passe derrière un élément, parce que je suppose que tu peux définir qu'un Le- mur cache le son. exactement, l'occlusion. Ouais. Mais c'est ça la vraie différence avec le cinéma où les canaux étaient auparavant vraiment assignés à une enceinte. On disait sur les frontales c'est ça, sur les côtés c'est ça. Là c'est vraiment lié à l'objet. C'est ce qu'on retrouve un peu maintenant dans le cinéma d'ailleurs avec le Dolby Atmos dont on va parler un peu plus tard. Et, Mais c'est et- ça la vraie différence. Voilà, c'est ça. Et l'autre différence, et qui est un peu dur pour nous, c'est en cinéma, c'est très cool de dire, oh, il va se passer un truc dans 5 secondes, je vais pouvoir amener une musique. C'est hyper facile, on met la musique avant, ça se passe, ça explose et ça marche. Nous, pour créer ces situations-là, c'est plus compliqué. Enfin, il faut se mettre d'accord avec les game designers, peut-être par exemple pour qui ils disent, OK, ce truc-là va se déclencher, mais en fait, on laisse un petit timer de 5 secondes pour le son. Donc, faut discuter, il faut Oui, parce qu'il y a- communiquer vachement. Il y a toute la partie artistique qui rentre en ligne de compte et des concepteurs. Voilà. Mais du coup, on le voit, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Bah, vous, votre travail, mais le travail des concepteurs du jeu, peut-être des graphistes, etc., etc. Donc du coup, quelles sont les étapes de production
pour arriver à un produit final est fini, parce que ça a l'air assez compliqué. Donc je suppose que vous avez des étapes très clairement définies pour ça. Bah, en fait, un de nos combats avec Ghislain, c'est de faire en sorte que l'audio soit là dès le début. On a de la chance à Ubisoft en fait d'avoir des équipes assez conséquentes, d'avoir des personnes disponibles aussi pour être présent dès le début et du coup être, on va dire, intégré dans différentes équipes. Quand je parle des équipes, c'est plutôt les features, donc euh, en français c'est les je sais plus le nom. Les features, c'est les bouts du jeu, en fait, des morceaux du jeu. Par exemple, tout ce qui va être dans notre jeu, encore une fois, le tir. Par exemple, le tir avec une arme, c'est une feature. Les véhicules qui se déplacent, c'est une feature. Le monde qui se génère un peu automatiquement, c'est une feature. On va en fait, on a la chance en fait de pouvoir intégrer une personne peut-être sur chacun de ces trucs-là et être là dès le début, ce qui permet en fait d'être force de proposition. Dans un autre cas de figure, on pourrait très bien dire ah bah là le jeu est presque fini, on n'a pas de son encore, il faut ramener 20 sound designers pour faire le son. Mais là en fait on fait que être en réaction à Il n'y a pas de plein de choses créativité. et on n'a pas cet aspect force de proposition. Ouais, c'est sortir de la post-prod en fait. Là, dans le jeu vidéo, enfin en gros tout n'est que post-prod hein, si on va par rapport au cinéma. Mais je veux dire, nous on essaie de sortir de cette mentalité où l'audio arrivait systématiquement à la fin du projet. Pendant les 6 derniers mois, on faisait tout l'audio et tout en faisant sur des systèmes qui n'étaient pas forcément codés pour bien lancer les sons, etc., en mettant des rustines dans tous les sens. Là, vraiment, euh, grâce au fait qu'on arrive très tôt en phase de pré-production, mais même en phase de prototypage, c'est-à-dire encore avant, il y a déjà une équipe audio dessus, on arrive avec des choses beaucoup plus habilement codées et des résultats vraiment optimum, quoi. D'accord. Et alors, vous commencez par quoi dans le mix, justement, quand vous commencez au prototype? Et vous Donc terminez par les quoi? étapes, du coup on n'a pas parlé des étapes vraiment du jeu. Un jeu, quand on démarre un nouveau jeu par exemple, on va commencer par une phase de conception. Donc là c'est plutôt des documents, des prototypes, peut-être juste des vidéos, peut-être reprendre d'autres jeux qui existent et faire des mélanges en fait, juste en vidéo, de dire voilà l'intention qu'on voudrait avoir pour ce jeu, écrire un petit peu de scénario, un petit peu de choses comme ça pour pitcher le jeu à l'édito. Vous faites une sorte de bible, en fait. C'est ça. Voilà, on rassemble beaucoup de concepts dans cette conception-là, dans cette phase de conception. Puis quand ça c'est validé, en fait, on va partir en pré-production. La deuxième étape, c'est la pré-production, qui va enchaîner sur la production. La pré-production, à quoi ça sert? Ça sert à mettre en place les outils, parce qu'en fait, il y a des milliards d'outils pour faire chaque feature du jeu a besoin de son propre outil. Encore une fois, pour faire les armes à feu, il faut un outil dédié. Pour faire les véhicules, un outil dédié. Donc tout ça, mettre en place tous ces pipelines de production pour que quand on rentre en production, on puisse, le terme c'est ramp up, donc se renforcer en termes d'équipe, faire venir d'autres studios d'Ubisoft pour nous épauler et du coup partir en production, être plus nombreux et là produire vraiment, une fois qu'on sait ce qu'on veut, toutes les armes, tous les véhicules, toutes les ambiances du jeu. Et donc à la fin de cette phase de production, normalement le jeu sort, sauf que c'est pas fini là, c'est pas comme un film, parce qu'un jeu il va être patché, il va s'améliorer en fait après qu'il soit sorti. Donc voilà, ça continue à vivre après la production. C'est pas la phase de live. D'accord, et on ne parle pas forcément de bugs, on peut parler vraiment non, d'amélioration, de rajout. On rajoute de nouvelles features, encore une fois. Fonctionnalités, c'est ça le terme. C'est ça, fonctionnalité, ouais, t'as raison. Ouais. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir Kevin, qui est sound designer, et qui va vous montrer un petit peu comment il fabrique les sons des armes à feu. Et après, on verra un peu comment ça rend dans le jeu. Voilà, et quelques images du jeu, donc Ghost Recon Breakpoint, qui est sorti il y a quelques années déjà. Si ça vous va. Et ça nous va, c'est parti. Super. C'est parti. Alors Gilles, on continue à découvrir comment on mixe le son des jeux chez Ubisoft et tu nous as amené dans une nouvelle salle. Est-ce que tu peux nous présenter son utilité et à quel moment elle vous sert? Oui, donc là on est juste à côté de la salle Follet, on est dans aussi une salle qui vient d'être livrée, une salle en fait qui est complète, enfin qui est Atmos avec les enceintes au plafond.
Et c'est du coup là où on va notamment créer les sons des armes à feu. Et je vais laisser Kevin se présenter, puisque c'est lui l'expert des sons de gun. Eh ben, tu m'as déjà présenté. Du coup, ouais, bah voilà, moi, je fais principalement des sons d'armes à feu et donc, bah, je peux vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on fait le design d'une arme à feu si jamais ça vous intéresse. C'est quoi les étapes, toi, quand tu as besoin de faire le son d'une arme à feu? Bah, en fait, quand on commence à faire quand on commence à faire du design de son de gun, la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des sons qui existent déjà dans des banques de sons. Mais on peut aussi, donc si on a les moyens de le faire évidemment, aller enregistrer le son soi-même donc c'est pour ça, nous en l'occurrence, nous on a fait appel à un prestataire qui s'appelle Dramatic Cat, avec qui je suis parti, à Varsovie, pour aller enregistrer, des sons dans un stand de tir en extérieur et bah, si le cœur vous en dit, j'ai une petite vidéo à vous montrer, de la session. Très bien, alors donc ici on a une petite vidéo de la session de recording de gun qu'on avait fait à Varsovie. Et donc maintenant, si on revient un petit peu au design, une fois qu'on a récupéré la matière sonore dont on a besoin pour designer nos sons, on va faire en fait quelque chose qui est très souvent fait en fait en sound design, c'est ce qu'on appelle le layering. Donc le principe du layering, c'est qu'on va aller prendre différents sons, différentes sources sonores à différents endroits et on va les combiner entre elles afin de faire un son, complètement un nouveau son. Et donc c'est particulièrement utile pour designer des sons de gun. Donc là, si on décortique un petit peu, on a donc plusieurs layers. Donc le premier, c'est la mécanique qui en fait va apporter un peu de couleur, de personnalité au son. Donc ça sonne comme ça. On a aussi le fire qui lui va correspondre plutôt au cœur du son, donc au corps du son, à l'explosion même de la détonation. Le sub qui lui va en fait donner plutôt de l'assise dans les basses au son. Et enfin on a la tail qui elle va correspondre plutôt à la résonance dans l'environnement. Et donc, une fois qu'on a designé tous nos layers, on va les exporter et les importer dans Waze, qui est donc notre middleware audio, qui va en fait faire la passerelle entre tous les fichiers audio et le moteur du jeu. Et c'est là qu'on va pouvoir intégrer notre son et l'écouter dans son intégralité. Donc ça donne ça. Et quand tu dis middleware, en fait, c'est ce que nous disait Gilles tout à l'heure, c'est l'endroit où on va pouvoir dire ce son-là correspond à tel objet. C'est ça, ouais. D'accord. En fait, c'est là-dedans en fait qu'on va importer toute notre banque de sons. En fait, tous les sons du jeu sont regroupés en fait dedans, et ça va aussi nous permettre de faire des choses en fait en amont, avant l'intégration, c'est-à-dire par exemple si on veut jouer plusieurs variations d'un même son afin de pouvoir avoir une diversité en fait, par exemple un coup d'épée. Si jamais on veut que y ait un son en random qui soit joué à chaque fois qu'on lance un coup d'épée, en fait on peut le faire directement dans Waze avant l'intégration dans le moteur. Pareil, si on veut qu'une musique à la fin, une fois qu'elle est terminée, on veut qu'elle revienne au début et qu'elle loupe, là on peut le faire dans Waze aussi. Donc, ok, là c'est vraiment ce qui va te permettre, une fois que tu as combiné tous tes sons, que tu les as construits, de pouvoir les rattacher à l'objet et dire comment ils interagissent avec le monde. Comme tu disais, le coup d'épée, par exemple, si tu tapes plus ou moins fort, ça va déclencher tel ou tel son et ce genre de choses. C'est ça, ouais.
Donc une fois qu'on a intégré notre son dans Wwise, on peut du coup l'intégrer dans le moteur du jeu et le tester manette en main. Donc là, par exemple, mon son. Je le retrouve dans le jeu. Donc là, tu viens de nous montrer l'outil qui te permet de jouer et de voir le son dans le jeu. C'est aussi l'outil qui te permet de faire l'étalonnage et d'arriver à la version finale du jeu. C'est là vraiment où tu testes tous les sons mis ensemble, quelque part. C'est ça, en fait. Une fois que tous les sons ont été intégrés dans le moteur, on teste bien sûr en jeu en fait, pour voir s'il n'y a pas de bug, si le mix de tous les sons en même temps sont bons. Il peut arriver aussi, en fait, comme c'est un média, comme le jeu vidéo, c'est un média qui est non linéaire, on n'a pas un contrôle en fait à l'instant T de combien de sons vont être joués en même temps précisément. Donc il faut en fait qu'il y ait certaines règles, en fait, de certaines propriétés, enfin certaines priorités en fait dans les sons pour que il n'y ait pas, par exemple, 46 sons d'explosion en même temps et que en fait on sature les enceintes à cause de ça. Donc il y a pas mal de choses voilà, qu'on peut tester qu'une fois que tout a été intégré, qu'on joue. On se fait donc régulièrement des reviews pour voir si tel ou tel son est pas trop fort par rapport à l'autre, et après voilà, on réajuste en fonction. Et Wwise, en fait, la flexibilité de Wwise nous permet justement de régler les volumes précisément, même si le son est déjà intégré. On a quand même la main sur pas mal de choses. Et je crois que c'est cette partie-là que Gilles voulait nous montrer d'ailleurs, c'est comment on finalisait tout ce travail de régler les volumes en fonction des différentes dynamiques d'objets, etc. C'est ça. Super. Eh bien, merci Kevin. Merci Kevin. Il n'y a pas de souci. Alors Gilles, on a vu avec Kevin comment on passait du monde réel à lié au moteur du jeu. Et donc ensuite, comment ça se passe? Bah, tu vois, là, j'ai le gamepad en main et globalement, le travail du mixage, c'est pas mal d'être à deux parce que tu en as un qui va devoir jouer et manipuler le personnage, lui faire des actions particulières si on veut mixer certaines choses dans le jeu. Et l'autre qui va être un peu dans cette espèce d'usine à gaz où là, vous voyez un peu tous les sons qui sont joués. Donc il y a une bonne petite liste déroulante que je vais... Donc ça, c'est tous les fameux objets. Voilà, là, c'est tous les sons qui jouent dans le jeu. Et donc je peux monitorer un petit peu ce qui se passe. On voit ici qu'il y a les volumes en fait, ici des sons qui sont joués. Il y a plein d'infos. C'est un peu là on voit le nuage de liens en fait entre tout ce qui est là, ce sont les bus. Donc voilà, c'est un sacré bordel. Mais on peut en fait un peu filtrer. Par exemple, si je veux écouter, là on voit il y a genre l'hélicoptère. Le crash d'hélicoptère, voilà, donc on peut voir. Donc là en fait, ça reste toujours un bon nuage de son, c'est un peu dur de se retrouver, donc on peut taper Fire par exemple. Donc là je vois, bon, Fire hélico, ça doit être ça. Ça je peux le mettre en solo. Et là voilà, il n'y a plus que le son de l'hélico. Donc là on l'entend sur le côté, ça marche bien. Si on s'éloigne du coup, le son progressivement devient de moins en moins fort. Et on peut aller, ce son-là, le modifier si on veut. Donc par exemple, bon là je peux changer le volume, je peux le mettre plus fort. Je peux mettre moins fort. Et puis je peux changer, lui rajouter des basses, par exemple, si je veux. Ou lui en enlever carrément. Donc voilà, comme en linéaire, en fait, chaque son, on va pouvoir le modifier, le changer. Là, si je veux par exemple, donc là je suis toujours en solo, je remets tout. Si je veux par exemple aller écouter que les bruits de pas du personnage, je vais dans le bus follet, je mets en solo. Là on n'entend plus rien parce que je bouge pas, mais j'ai juste les bruits de pas. Donc là, même si je tire, on n'entend pas parce que je suis vraiment... Mais ça sous-entend que tu es obligé d'aller sur toute la map pour vérifier que tout fonctionne bien. Mais ça doit te prendre un temps fou pour aller d'un endroit A à un endroit B. Ah oui, mais on a des petites cheats nous, dans le jeu vidéo. Hein. On a des cheat codes qui vont bien.
On les divulgue pas. Non, d'ailleurs, en fait, ils sont pas assez accessibles. Déjà, là, on voit pas très bien, donc j'ai envie de changer un peu le time of day. Je vais me remettre bien en plein jour. Donc voilà, j'ai un petit curseur qui permet de changer ça. Tous ces menus de debug. Et puis, disons, je vais aller un peu plus loin là-bas. Bah, en fait, je me mets en fly mode et je me casse d'ici. Donc là, dans la salle où on est, c'est une salle Atmos. Elle vient d'être, je vous l'avais dit au début, elle vient d'être finie. On n'a pas pu encore l'utiliser pour le jeu que je vous montre, parce que ce jeu est sorti et c'est terminé. Mais pour les prochaines productions, il est probable qu'on utilise cette technologie Atmos. Et je vais vous laisser avec Timothée, qui est aussi dans mon équipe, qui est sound designer, euh, moins spécialisé gun, plus spécialisé mixage. Et voilà, il va vous parler un petit peu de ce qu'on va pouvoir faire. Et en quoi, ben, finalement, pour nous, ça change pas trop de ce qu'on avait l'habitude de faire. D'accord. Eh ben, voyons merci, un Gilles. tweet. Merci. Merci. On retrouve Ghislain et on retrouve aussi Timothée. Salut Timothée, est-ce que tu peux te présenter et expliquer ce que tu fais chez Ubisoft? Et bah donc, moi je suis Timothée Saunier, je suis dans l'équipe de Ghislain et Gilles, donc je suis également sound designer dans l'équipe. Mais là je suis là aussi parce que je m'occupe en partie de tout ce qui est environnement d'écoute et installation des studios. Donc c'est un petit peu le sujet pour moi. Et donc ici l'Atmos également qui est un nouveau sujet pour nous. D'accord. Tu disais cette salle elle est toute neuve, mais pourtant le multicanal ça existe depuis longtemps dans le jeu vidéo. Pourquoi maintenant vous décidez de faire du Dolby Atmos? Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que il faut pouvoir se mettre à jour par rapport aux nouvelles technologies. Et donc, c'est quelque chose qui s'implémente dans le jeu vidéo, qui est de plus en plus présent. Et puis, en fait, pour nous, dans le jeu, c'est quelque chose qui fait sens également, parce que le Dolby Atmos est arrivé, mais pour nous, en fait, l'objet audio, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler maintenant que le Atmos est arrivé, mais en fait, ça vient du jeu vidéo initialement. Donc c'est quelque chose, comme disait Gilles, qui est rattaché aux objets dans les jeux vidéo. Donc nous, la notion d'objet, on l'a depuis longtemps. Donc c'est inspiré du jeu vidéo, c'est arrivé dans le cinéma en premier, et ensuite ça revient naturellement au jeu vidéo parce que c'est quelque chose qui est complètement exploitable. Ouais. Et finalement, à la production, ça ne change pas vraiment votre logique, puisqu'on l'a vu, hein, tout est question d'objet. Mais quelque part, ça va vous apporter de nouvelles choses quand vous faites un jeu, notamment pour le multiplateforme. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du Dolby Atmos parce que c'est la technologie qui s'est le plus répandue, mais dans le jeu vidéo, on parle au sens un petit peu plus large d'objets audio et de spatial audio. Ça n'inclut pas uniquement le Dolby Atmos. Donc c'est vrai que nous, on a avec Wwise des plateformes qui sont différentes et ça peut communiquer avec différentes technologies, dont le Dolby Atmos. Mais du coup, nous, on est vraiment dans un univers de l'audio 3D au sens large. Et c'est vraiment le corps même de toutes ces technologies-là. Et du coup, l'apport de la verticalité, est-ce que ça a rendu le mixage plus compliqué ou finalement ça n'a pas changé grand-chose? C'est un petit peu tôt pour dire, je pense, pour nous. Mais je pense que ça change au final pas grand-chose. Oui, parce qu'on l'a vu, le logiciel, finalement, il a déjà plus ou moins ça en tête, le moteur audio. Nous, on travaille de manière un peu agnostique, en fait. Et après, le moteur, lui, effectivement, répartit dans les canaux. Donc, ça peut inclure de la verticalité. Mais le corps de notre travail de spatialisation et de mixage se fait sans avoir ça vraiment en tête à 100%, quoi. C'est-à-dire qu'après ça, une fois qu'on est dans une phase d'écoute et de mixage, on peut prendre ça en compte pour améliorer le rendu final, mais en tout cas, le boulot de spatialisation et tout est fait à 100% par le moteur du jeu, quoi. Et dis-moi, Timothée, c'est toi qui as en partie conçu cette salle. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as mis comme matériel au niveau de l'audio, que ce soit les enceintes ou voire même quel casque vous utilisez dans cette salle? Oui, bien sûr. Alors nous, la salle, donc, comme on disait, elle est toute neuve. Donc on est arrivé avec cette salle... on va dire vide. Donc après, nous, notre partie du travail, c'était d'installer donc vraiment toute la partie audio. Ici, on est dans la salle Atmos avec donc 12 enceintes qui sont équipées en Genelec. Donc on est en 7.1.4, donc c'est-à-dire 7 enceintes pour le surround, un caisson de basse et 4 enceintes au plafond. C'est la 8340, le modèle, effectivement. D'accord, qui sont des enceintes actives. Vous n'avez pas d'amplification, c'est directement dans les enceintes. C'est ça, c'est des moniteurs amplifiés, des moniteurs actifs. Et donc vous avez un processeur ou une carte son qui va rebalancer à tout ça, à tous les canaux. C'est ça. Alors on est sur du matériel un peu spécifique, donc une boîte qui s'appelle Merging.
qui fait des interfaces audio qui marchent par réseau. Donc, en fait, ça nous permet très simplement d'avoir des salles qui sont partageables parce qu'on peut se connecter à distance. Donc, comme on est beaucoup plus de sound designers en général qu'il n'y a de salles disponibles, c'était pour nous un moyen de pouvoir tous travailler dans des salles équipées comme celle-ci, mais en se connectant à distance et en pouvant partager ces lieux de travail-là. C'est la fin du bureau d'Hugo chez Ubisoft sur le mixage dans le jeu vidéo. On espère que ça vous aura plu. Un grand merci à Timothée, Ghislain, Gilles et Kevin qui nous ont accueillis. Et puis peut-être à bientôt pour un mixage en Dolby Atmos. À bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci. Merci.